1942. Cette date marque l'apparition d'une arme qui va paralyser les états-majors alliés. Des milliers de chaînes traitent aujourd'hui de la MG42. Elles répètent en boucle les mêmes faits techniques. Elles insistent lourdement sur sa cadence de tir, mais elles oublient l'essentiel. Quel a été l'impact réel sur le moral des commandants américains et britanniques? À l'image, des rapports de renseignements classifiés qui s'empilent sur les bureaux. La réalité, c'est brutal. Ce n'était pas seulement une mitrailleuse de plus. Les Alliés ont tenté de la copier. Ils ont essayé de retourner cette technologie contre ses propres inventeurs. Mais ce projet a viré au fiasco technique. Les Allemands ont imposé un concept totalement nouveau au monde entier. À première vue, un simple outil de destruction. Mais en réalité, une révolution doctrinale qui dicte encore les règles du combat moderne. Pourquoi cette arme est-elle toujours utilisée 80 ans plus tard? La réponse se trouve dans sa conception initiale. L'erreur était interdite pour les ingénieurs de l'époque. Ils ont créé un standard qui n'a jamais été dépassé. Aujourd'hui encore, la même silhouette est visible sur les champs de bataille contemporains. On entend le bruit sec du mécanisme de rechargement. Il faut remonter à la source pour comprendre ce basculement. Tout commence par un besoin urgent de l'armée allemande. Les événements se sont alors accélérés. Reprenons depuis le début pour saisir la logique de cette invention. 1918. La Première Guerre mondiale s'achève. Un constat s'impose. La mitrailleuse a redéfini l'art de tuer. Elle est devenue l'arme indispensable sur le champ de bataille. Mais pour l'Allemagne vaincue, la situation est critique. Pourquoi les ingénieurs allemands ont-ils dû travailler dans l'ombre? Le traité de Versailles était clair. Interdiction formelle de concevoir ou de fabriquer de nouveaux armements. Mais la réalité était bien différente. Berlin contourne les règles. Les usines ouvrent sous des noms de code. Les ingénieurs s'installent à l'étranger pour échapper aux inspecteurs. Ce n'était pas de la recherche fondamentale, c'était une préparation méthodique à la revanche. Le haut commandement refuse de revivre l'enfer des tranchées. La stagnation sanglante est terminée. Ils imaginent une nouvelle doctrine, le Blitzkrieg. La guerre éclair demande de la vitesse, de l'agilité et de la mobilité. À l'image, la mitrailleuse MG08. Un monstre de métal refroidi par eau. Le mécanisme pèse plus de 50 kg avec son trépied et ses réservoirs. 5 hommes sont nécessaires pour la déplacer dans la boue. C'est un vestige du passé. Elle ne correspond plus à la vitesse des nouveaux chars. Les Allemands cherchent une solution radicale. Ils veulent une arme refroidie par air, légère et dévastatrice. Leurs premiers essais sont décevants. La MG13 entre en service, mais elle est limitée. Son chargeur de 25 cartouches se vide en moins de 2 secondes. Les tambours de 75 coups s'enraident constamment. Le bruit mécanique s'arrête au moment où le combat s'intensifie. L'échec n'est pas une option. Les techniciens poussent les limites. Ils ne cherchent que pas seulement une mitrailleuse, mais un concept révolutionnaire. L'arme universelle. Une seule plateforme capable de tout faire. Elle doit s'installer sur le dos d'un soldat, sur un char, dans un avion ou sur un affût anti-aérien contre les cibles à basse altitude. Une polyvalence totale pour une logistique simplifiée. À première vue, un défi technique impossible, mais en réalité, la naissance d'une légende. Ils conçoivent la MG34. C'est l'ancêtre direct de la célèbre MG42, précise, rapide et modulable. On entend le clic métallique caractéristique du changement de canon. La production est lancée dans le plus grand secret. L'histoire de l'armement venait de basculer. Mais pourquoi ce détail technique a-t-il changé le cours de la guerre? L'an 1934. C'est l'année où la MG34 devient la première mitrailleuse polyvalente au monde. Son système d'alimentation par bande est fiable, son changement de canon est rapide. À cette époque, elle n'a aucun concurrent sérieux sur la planète. Les Allemands testent l'arme pendant la guerre civile espagnole. Les résultats sont clairs. La puissance de feu est totale. Mais les ingénieurs allemands veulent aller plus loin. Pourquoi créer une nouvelle arme alors que la MG34 domine déjà? La réponse est simple, la MG34 est trop complexe. C'est une pièce d'orfèvrerie en acier fraisé. Sa fabrication demande 150 heures de travail par unité. Elle exige une main-d'œuvre hautement qualifiée et des tolérances mécaniques extrêmement serrées. À première vue, un chef-d'œuvre de précision. Mais en réalité, un handicap sur le terrain. La poussière bloque le mécanisme. Le froid fige les pièces. Surtout, la MG34 coûte une fortune. La guerre change de visage et devient une guerre d'usure. Le vainqueur sera celui qui produit le plus vite et le moins cher. L'erreur de fabrication n'est plus permise. La situation a empiré avec l'extension des fronts.
il fallait une arme capable de supporter la boue et la glace sans entretien permanent. Les ingénieurs reçoivent une mission impossible, créer une mitrailleuse plus performante, mais 2 fois moins chère à produire. C'est ainsi que la MG42 voit le jour. Le changement est radical. Les pièces fraisées disparaissent au profit de la tôle emboutie. Le temps de production est divisé par 2. Les coûts s'effondrent. Sur les images d'archives, on voit, le design est brut, presque industriel. Ce n'est plus une montre de précision, c'est une machine à tuer de masse. La MG42 utilise un système de verrouillage par galet. Ce mécanisme accepte des tolérances plus larges. Le résultat est immédiat. L'arme ne s'enraye plus dans la saleté des tranchées. Elle devient plus robuste et plus simple que son aînée. Mais sa caractéristique principale reste sa cadence de tir. On entend un déchirement sonore continu. Les Alliés disposent de mitrailleuses plafonnant à 600 coups par minute. La MG42 pulvérise ces chiffres. Selon les munitions et le type de verrou utilisé, elle atteint 1200, voire 1500 coups par minute. C'est le double de n'importe quelle arme adverse de l'époque. Le système de changement de canon est encore plus simple. Quelques secondes suffisent pour remplacer un tube brûlant par un neuf. La MG42 combine une vitesse de production record et une puissance de feu inégalée, même par les standards actuels. Elle redéfinit totalement le combat d'infanterie. Les événements se sont accélérés sur tous les champs de bataille. La MG42 n'était pas juste une amélioration technique, c'était un outil conçu pour la production industrielle intensive. L'histoire de l'armement venait de basculer. 4 secondes, c'est le temps nécessaire pour changer le canon de la MG42. Sur le modèle précédent, la MG34, l'opération était complexe. Il fallait déverrouiller le boîtier de culasse, faire pivoter la crosse et extraire le tube par l'arrière. Avec la 42, tout change. Un simple loquet latéral libère le canon. Le tireur le tire d'une main, glisse un tube neuf et reprend le feu immédiatement. Mais cette vitesse a un prix. 20 balles sortent du canon chaque seconde. À ce rythme, le métal surchauffe de manière critique. Le tireur ne dispose que de quelques secondes de feu continu avant de risquer l'enrayage ou la destruction de l'arme. Le système de changement latéral crée un problème inattendu pour les blindés. À l'image, l'intérieur étroit d'un Panzer. Dans un char, l'espace manque pour basculer le canon sur le côté. C'est pour cette raison précise que la MG34 reste l'unique mitrailleuse de coque ou coaxiale des chars allemands. Pour intégrer la MG42, il aurait fallu redessiner entièrement l'intérieur des blindés. Berlin décide donc de produire les 2 modèles en parallèle jusqu'à la fin de la guerre. Fin de l'année 1941. Front de l'Est. C'est ici que la MG42 fait sa première apparition. Il s'agit d'un test en conditions réelles avant la production de masse. Les résultats dépassent les attentes des officiers. L'arme est officiellement adoptée au début de l'année 1942. Son premier déploiement d'envergure a lieu en Afrique du Nord. L'Africa Corps de Rommel ouvre le feu. Très vite, les rapports des services de renseignement alliés s'affolent. Les soldats de la 8e armée britannique sont les premiers à subir ce nouveau calibre. Un détail frappe immédiatement les oreilles des soldats. Le son. On n'entend plus les détonations individuelles habituelles. La cadence de tir est si élevée que les décharges se fondent en un seul bruit strident. À l'image, des soldats alliés se plaquant au sol dans les dunes. Ce son unique lui vaut rapidement des surnoms restés célèbres. La scie circulaire de Hitler, le hachoir. Le champ de bataille venait de changer de rythme. Mais pour les Américains, copier cette prouesse technique allait s'avérer impossible. Ainsi s'est imposée la mitrailleuse la plus redoutée du XXe siècle. Pour les soldats alliés, il n'y avait aucune place pour l'humour. Face au burp gun, le rire n'existait plus. Seul restait le bruit de déchirement de la toile de jute. Le commandement allié a compris le danger. Le moral des troupes s'effondrait sous les balles allemandes. Pour stopper la panique, les bureaux de la propagande ont lancé la production de films techniques. Le but était de ridiculiser la MG42. Les films montraient une arme qui aboyait plus qu'elle ne mordait. Les narrateurs affirmaient là que la cadence de tir élevée des Allemands était un défaut. Selon eux, les armes alliées, plus lentes, étaient plus précises et plus maniables. Ils prétendaient que la MG42 gaspillait simplement ses munitions en concentrant trop d'impact sur une zone minuscule. Mais sur le terrain, la réalité était brutale. Les faits contredisaient les films de formation. Sous le feu, personne ne croyait aux théories sur la précision. Surtout quand l'arme était fixée sur son trépied Lafette. À première vue, les Alliés critiquaient l'arme, mais en réalité, ils tentaient désespérément d'en capturer pour leurs propres ingénieurs.
Le problème était aussi tactique. Les Allemands avaient repensé le combat d'infanterie. Toute la structure de l'escouade tournait autour de la mitrailleuse. Une unité standard comptait 10 hommes. Le noyau dur était composé de 3 spécialistes, le tireur, l'assistant et le pourvoyeur de munitions. À leur côté, un officier et 6 fusiliers équipés de Kar 98. Les rôles étaient clairs. Les fusiliers protégeaient la pièce maîtresse. La mitrailleuse fournissait la puissance de feu brut, en attaque comme en défense. L'unité était une machine de guerre calibrée. La logistique suivait ce rythme. Chaque escouade disposait d'un âne ou d'un cheval avec une charrette. Le poids des cartouches était colossal. Les Allemands avaient même perfectionné les boîtes de munitions. À l'image, les caisses allemandes sont étanches et ergonomiques. Contrairement aux modèles alliés, ces boîtes étaient pensées pour le terrain. Les poignées pliables permettaient de saisir 2 caisses d'une seule main. Le gain de place était immédiat, notamment à l'intérieur des chars. L'efficacité était totale. En cas d'urgence, un seul soldat pouvait sprinter sous le feu et revenir avec 4 caisses de 250 cartouches chacune, soit 1000 balles transportées par un seul homme en un seul trajet. C'était une prouesse impossible pour les soldats alliés. Février 1943. C'est la date à laquelle les experts américains ont enfin pu disséquer leur pire cauchemar. Jusqu'ici, récupérer une MG-42 intacte sur le champ de bataille relevait de l'exploit. Mais les victoires en Afrique du Nord, en Sicile et sur le front de l'Est changent la donne. Plusieurs exemplaires tombent entre les mains des Alliés avec leurs caisses de munitions. Les armes sont immédiatement expédiées aux États-Unis, direction les laboratoires de test d'Aberdeen. Pourquoi les ingénieurs américains étaient-ils si impatients? La réponse est simple. Ils voulaient posséder la technologie de l'adversaire. Les rapports techniques sont formels. La mitrailleuse allemande est en avance sur son temps. Elle fascine les spécialistes par sa conception industrielle et sa cadence de tir. La décision est prise rapidement. L'armée lance un programme pour copier l'arme et l'adapter au calibre standard américain, le 30-06. Le projet porte un nom, la T-24. À l'image, on voit une réplique quasi parfaite de la MG-42 d'origine. Seule la chambre change. Utiliser le modèle allemand tel quel était impossible. Cela aurait obligé les usines à produire un nouveau type de munitions, créant un chaos logistique total pour les troupes en Europe. Mais dès les premières étapes, la mécanique commence à gripper. À première vue, le mécanisme est identique, mais en réalité, les exigences américaines ont tout faussé. Les ingénieurs reçoivent l'ordre de réduire la cadence de tir. Ils visent 800 coups par minute pour économiser les munitions et garder le contrôle de l'arme. Pour y arriver, ils installent une culasse 2 fois plus lourde et un ressort de rappel beaucoup plus rigide. C'est ici que les problèmes physiques commencent. La munition allemande mesure 7,92 par 57 mm. La cartouche américaine, elle, fait 7,62 par 63 mm. 6 mm de différence. Ce n'est qu'un quart de pouce, mais c'est suffisant pour briser le cycle de l'arme. Cette longueur supplémentaire transforme l'alimentation et l'éjection en un véritable casse-tête technique. Sur le stand de tir, le premier prototype de la T-24 entre en scène. On entend le premier tir. Puis, le silence. L'arme s'enraye instantanément. La douille vide reste bloquée dans la chambre, refusant de sortir. Les techniciens dégagent le mécanisme manuellement et tentent un second tir. Le résultat est le même. La MG-42, l'arme la plus rapide du monde, est devenue un fusil au coup par coup. Le deuxième prototype tente de corriger le tir. Il parvient enfin à tirer en automatique, mais le bilan est catastrophique. Sur 1500 munitions tirées, les experts comptent 51 défaillances graves. La cadence de tir s'effondre à 600 coups par minute. C'est exactement la même vitesse que les mitrailleuses que les Américains possèdent déjà. Le projet devient une impasse. La culasse trop lourde ralentit le cycle, mais elle génère aussi un recul brutal. La masse en mouvement est telle qu'elle brise les composants internes de l'arme après seulement 200 tirs. Les ingénieurs tentent désespérément de sauver la copie, mais la physique ne ment pas. Mars 1944. Les autorités militaires tirent un trait sur le programme. L'erreur n'était plus permise alors que l'invasion de l'Europe approchait. Les États-Unis abandonnent la T-24 pour se concentrer sur la production massive de leurs propres armes éprouvées. La technologie allemande était supérieure, mais elle refusait de parler américain. L'histoire s'est arrêtée là. La cartouche 30-06, c'était elle, le principal obstacle. Sa longueur dépassait les limites techniques du mécanisme original de la MG-42. Pour adapter l'arme à ce calibre, un simple changement de canon ne suffisait pas. Il fallait reprendre le design depuis le début, repenser chaque pièce, reconstruire l'arme de zéro.
Ce constat a brisé l'espoir de l'état-major américain. Copier rapidement le génie allemand pour équilibrer la puissance de feu sur le front était impossible. Face à cet échec technique, l'armée américaine a choisi la continuité. Elle a misé sur ce qui fonctionnait déjà. Les soldats ont reçu des versions améliorées de la M1919, équipées de crosses et de bipieds. Pour le soutien mobile, ils comptaient pour le bar. En complément, les États-Unis disposaient d'un stock massif de M2 Browning, la légendaire mitrailleuse de calibre 50. À l'image, un bloc d'acier de 38 kg, trop lourde pour un fantassin seul. Mais les ingénieurs l'ont installée partout, sur les chars, sur les camions, sur les ailes des avions, même sur les patrouilleurs légers. Pour les soldats allemands, la 50B MG est devenue un cauchemar permanent. Ils détestaient sa puissance destructrice capable de traverser les murs et les blindages légers. À la fin de la guerre, la M2 était présente dans chaque secteur du champ de bataille. Pourquoi les Américains ont-ils insisté après la guerre? La réponse est simple. Ils avaient compris que les Allemands avaient raison sur un point précis, le concept de mitrailleuse universelle. À première vue, les États-Unis multipliaient tous les modèles. Mais en réalité, il était plus efficace d'avoir une seule arme capable de remplir tous les rôles. Durant les années 50, les ingénieurs ont analysé les prises de guerre. Ils ont ignoré les échecs passés pour se concentrer sur les succès mécaniques. Leur attention s'est portée sur la FG-42, le fusil des parachutistes allemands. On observe ses caractéristiques, une ergonomie compacte et un système d'emprunt de gaz performant. Ce système était idéal pour la nouvelle munition OTAN en 7,62 par 50 et 1 mm. Les Américains ont alors tenté une fusion audacieuse. Ils ont pris le corps de la FG-42 et y ont greffé le système d'alimentation par bande de la MG-42. Ils ont aussi récupéré le dispositif de changement rapide du canon. Ce mélange de technologies allemandes et d'ingénierie américaine a donné naissance à la M60. L'arme est devenue l'icône de la guerre du Vietnam. Les débuts ont été difficiles. Les premiers modèles manquaient de fiabilité. Le système de changement de canon, brillant sur le papier, s'avérait complexe en plein combat. La situation a évolué avec le temps. Les ingénieurs ont corrigé les défauts. Les versions ultérieures de la M60 sont devenues des armes robustes et polyvalentes. On les voyait partout, montées sur des jeeps, des camions, des véhicules blindés et des hélicoptères Huey. Sa cadence de tir était 2 fois inférieure à celle de la MG-42 originale. Pourtant, l'héritage était clair. Le système d'alimentation venait de la MG-42. L'ergonomie et l'emprunt de gaz venaient de la FG-42. L'histoire s'est arrêtée là. Une arme hybride était née des cendres du conflit mondial. L'an 1945. L'Allemagne capitule et son industrie militaire est démantelée. Mais pour la MG-42, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une seconde vie. Pourquoi cette arme a-t-elle survécu à la chute du Troisième Reich? La réponse est simple. Elle était trop efficace pour disparaître. À la fin du conflit, les vainqueurs se sont jetés sur les stocks restants. À première vue, l'Allemagne était désarmée et interdite d'avoir une armée. Mais, en réalité, la guerre froide a tout changé. Avec la création de l'OTAN, le besoin d'un armement lourd et performant est devenu une priorité absolue. Les Américains n'étaient pas les seuls à vouloir copier ce design. La Yougoslavie a frappé fort. Ils ont créé la M53. C'est une copie presque parfaite du modèle original. Ils ont conservé le calibre d'origine, mais ont légèrement réduit la cadence de tir. La production a été massive. L'armée yougoslave l'a gardée en service pendant des décennies. Mais le plus grand utilisateur de la MG-42 après la guerre reste l'Allemagne. Les événements se sont accélérés dans les années 1950. La République fédérale d'Allemagne reçoit l'autorisation de se réarmer. Les ingénieurs allemands ont comparé les mitrailleuses les plus modernes de l'époque. Le constat est brutal. Ils possédèrent déjà une arme supérieure et leurs soldats savaient déjà s'en servir. Sur les plans de l'époque, on voit, le design reste le même, mais le calibre change. Ils ont adapté l'arme au standard OTAN 7,62 par 51 mm. Un problème majeur est apparu. L'erreur était interdite, mais les plans techniques originaux avaient disparu. Les Soviétiques les avaient saisis à Berlin. La société Rheinmetall a dû relever un défi technique inédit. Ils ont pratiqué une ingénierie inverse sur leur propre mitrailleuse pour pouvoir la produire à nouveau. Cette modernisation a donné naissance à la MG3. On voit à l'image une finition améliorée, une métallurgie plus résistante et des supports adaptés pour les véhicules modernes. Mais l'ADN reste intact. La cadence de tir est restée extrêmement élevée. Le système était ingénieux. Les soldats disposaient de 2 types de culasses.
La première, standard, permettait de tirer 1200 coups par minute. La seconde était plus lourde. En changeant simplement la pièce, sans modifier le mécanisme, la cadence tombait à 800 coups par minute. Le poids faisait tout le travail. Les soldats pouvaient régler leur puissance de feu selon leurs besoins sur le terrain. La situation a évolué, mais le matériel était resté. Et il y avait aussi ce fameux trépied Lafette. Ainsi s'est achevé le recyclage d'une légende. C'est la caractéristique la plus intéressante des mitrailleuses allemandes. Un détail technique qui a débloqué tout leur potentiel. Cette innovation a survécu jusqu'à la MG3 moderne. Pourtant, le support actuel de la Feld Lafette a conservé le montage pour les optiques, mais a abandonné sa fonction la plus ingénieuse. Pourquoi ce trépied était-il révolutionnaire ? La réponse tient dans sa polyvalence. Il transformait une mitrailleuse légère en une configuration lourde. Le système fonctionnait aussi bien avec la MG34 qu'avec la MG42. L'arme était fixée sur le support et utilisée avec des lunettes de visée de haute précision. Des ressorts tampons absorbaient le recul. La mitrailleuse devenait stable. Les tirs restaient laines précis, même à très longue distance. La gâchette était directement intégrée au support. Le tireur faisait feu sans toucher l'arme. Les vibrations de son corps ne perturbaient plus la trajectoire des balles. Le dispositif permettait même des tirs indirects. C'était une sorte d'artillerie légère pour interdire l'accès à une zone entière. Mais l'élément le plus redoutable s'appelait le Tiefenfeuer automate. En français, le mécanisme de tir automatique en profondeur. À l'image, un ordinateur analogique rudimentaire, semblable au mécanisme d'une horloge mécanique. L'équipage programmait des zones de tir en verrouillant les limites d'élévation. Une fois les réglages fixés, le support déplaçait l'arme de haut en bas selon un arc prédéfini. L'effet était dévastateur. Le tireur pressait la détente et la MG balayait automatiquement la zone de mort. Les rafales parcouraient toute une pente ou un segment de route sans intervention humaine sur les commandes. Avec ce support, le profil de l'arme était très bas. Le tireur utilisait un périscope pour viser tout en restant à l'abri. On entend le bruit des balles qui sifflent alors que le soldat est invisible. À première vue, un simple trépied, mais en réalité, un outil de guerre psychologique. Les Allemands utilisaient ce système pour créer le chaos. Ils installaient la mitrailleuse et attachaient une ficelle à la détente du support. Ils tiraient à distance depuis un abri. La position semblait occupée alors qu'elle était vide. L'arme balayait la zone tant qu'il restait des munitions. La MG42 a radicalement changé le monde de l'armement. Après la Seconde Guerre mondiale, presque toutes les mitrailleuses polyvalentes ont copié ces mécanismes. Aujourd'hui, la MG3 est toujours en service dans plus de 30 pays. Elle équipe les chars et les véhicules blindés. Elle utilise de nouvelles plateformes de contrôle de tir pour exploiter sa cadence phénoménale. Si des extraterrestres nous attaquent demain avec des lasers, nous riposterons probablement encore avec des versions de la MG42. L'histoire de cette arme ne s'est pas encore arrêtée.